Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de Constantine, de la station régionale, pour ce Bonjour d'Algérie qui aujourd'hui va, comme à son habitude, s'intéresser à des sujets différents. On va commencer d'abord par la nutrition, mais surtout Nutri-Score qui est un nouveau moyen de prendre conscience de ce qu'on va manger. Djemal Mkhancha, qui va donner une conférence la semaine prochaine, Inch'Allah, sur ce thème. Nutri-Score viendra nous expliquer c'est quoi exactement comme concept. En deuxième partie d'émission, on parlera des méfaits et surtout des dangers de l'Internet et de l'utilisation des mobiles par les enfants. Et là, c'est une campagne nationale à travers tout le territoire pour essayer de sensibiliser d'abord les parents sur l'utilisation des enfants de ce moyen de communication et surtout avec tout ce qu'il y a comme danger. Docteur Sihem Zahi, qui est pédopsychiatre, viendra nous en parler. Enfin, on terminera pour rendre hommage, bien sûr, à ceux qui nous permettent aujourd'hui de parler en toute liberté, ceux qui ont sacrifié leur pays, femmes, enfants et surtout hommes qui sont allés défier la puissance coloniale de l'époque qui était la France pour chercher la liberté qui nous permet aussi aujourd'hui de parler en toute liberté et de vivre décemment avec notre indépendance. Le docteur Amara Allawa, qui est historien, viendra surtout parler de quelqu'un qui n'est pas très connu, on connaît le nom mais pas le prénom. Il viendra justement parler du docteur Bembadis, qui est l'un des premiers ophtalmologistes de l'Algérie et surtout qui est tombé au champ d'honneur durant les années 60, au début des années 60-61, il viendra nous donner plus d'explications et surtout que le grand hôpital universitaire de Constantine porte son nom alors que tout le monde croit que c'est Abdelhamid Bembadis, le cheikh, qui est son frère. Alors, on viendra réparer un peu cette mauvaise information. Et, il y a tout un livre qui a été écrit par Allah Amara et son co-auteur qui est Riyad Sharwana viendra nous présenter son livre, mais c'est aussi notre manière de rendre hommage aux martyrs en ce 18 février. Mais nous allons bien sûr faire notre balade aérienne et hebdomadaire sur la ville de Constantine et puis nous allons revenir. طاير حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير قدمت على الموت Voilà, j'espère que la balade a été agréable et puis c'est notre manière de commencer en musique, bien de chez nous, de Constantine, avec du Malouf et surtout cette belle voix du maestro, Allah yarhamou, Mohamed Al-Fergani. Mais nous allons parler de nutrition dans cette première partie d'émission avec Djemal Mkhancha. Sabah al-Khair, d'abord, bonjour. Sabah al-Khair, bonjour. Ça va? Ça va très bien. En forme? Autant que toi. Alors, normalement, dites la journée avec un bon jus d'orange ou... Ah, et un café. Ça, non. Il y a eu du salé ce matin. Tiens. Il y a eu du salé. Alors, c'est vrai que maintenant... du salé, dans le sens où j'ai pas mis de sucre, de sel, pardon. Mais ça n'a pas été sucré, ça n'a pas été juteux, ça a été... C'est vrai qu'il faut éviter... Si tu veux, des œufs au plat. Ça a été des œufs au plat. Il faut éviter le sucre pour entamer la journée. Bon, il faut éviter, c'est pas une règle. Hein. On peut prendre de tout, mais bon, toujours avec modération. Mon principe, c'est de tout avec modération, changer, modifier, ne pas toujours la même chose, ne pas aller toujours sur les mêmes produits, voilà, diversifier. Oui, mais pourquoi j'ai parlé de jus? Parce qu'en ce moment, les oranges sont excellentes, il y en a profusion. On en avait parlé, je disais, oui, par contre, je consomme une orange et non pas le jus de l'orange. Le jus d'orange, voilà, parce que sinon on extrait seulement le sucre, voilà. Et en profiter compte tenu des prix, voilà. Ça c'est vrai. Mais ce n'est pas le sujet de notre propos. Aujourd'hui, non. Nutri-Score, c'est quoi exactement? Alors, Nutri-Score, je sais que vous allez donner la semaine prochaine, Inch'Allah, une conférence avec ce thème qui est Nutri-Score. Alors, c'est quoi exactement? C'est un terme qui nous vient de nombreux collègues nutritionnistes, notamment en Europe, se sont posé la question comment aider le consommateur à bien choisir ses aliments. En général, on demande au consommateur de bien lire l'étiquette,
C'est vrai qu'il faut... Et pour lire les étiquettes, il faut d'abord être un peu spécialiste, un peu expert en chimie, en nutrition, en biologie, et puis peut-être expert également en législation commerciale, et puis avoir de bons yeux, sinon se doter d'une bonne loupe pour pouvoir lire ce qu'il y a sur les étiquettes. Et lorsqu'on fait nos courses, c'est pas toujours pratique et on est souvent pressé de terminer nos courses. C'est ce que j'allais dire. Donc, des fois, on n'a même pas le temps de vérifier ce qu'il y a dans l'intérieur de la boîte. On n'a même pas le temps de voir le prix. Le prix, oui. Voilà. Et puis voilà. Et puis il y a une diversité de produits, une diversité de marques, et parmi les marques, quelle est la meilleure. Je ne sais pas si les téléspectateurs ont pris l'habitude, avant d'acheter des appareils électroménagers, de voir le fameux logo de couleur qui leur indique, par exemple, si cet appareil-là est très économe en énergie ou pas économe en énergie, avec un gradient de couleur qui va du vert jusqu'au rouge, et des classes de qualité, disons, économique et environnementale. Alors je vais avouer, j'ai toujours vu qui ressemble à un arc-en-ciel, des couleurs qui se suivent, du vert au rouge, au jaune, mais je n'ai jamais su ce que c'était avec des chiffres. Pour des appareils électroménagers, pour un réfrigérateur, un congélateur, même un micro-ondes, et voilà, pour tout ce qui est électroménager, tout ce qui consomme de l'électricité. Eh bien, on s'est dit que peut-être on pourrait adopter ce même système, même si derrière ce système-là, il y a pas mal de calculs très savants, pas mal de calculs très compliqués. Donc, c'est le même pour le cas pour les économies d'énergie pour les appareils électroménagers, de telle sorte à ce que le consommateur, dès qu'il voit ce logo-là avec des couleurs qui vont du vert jusqu'au rouge, ça lui permet déjà de situer le produit. Est-ce qu'il est bon pour sa santé ou alors il n'est pas bon pour sa santé. On va dire encore, on va arrondir un peu les choses en disant il est souhaitable de consommer celui-ci pour sa santé, et il est préférable de limiter de la consommation de l'autre si on veut préserver sa santé. Le rouge est à limiter, est à consommer avec les fréquences les plus faibles, et ce qui est vert est à consommer avec les fréquences les plus fortes autant que possible. Ça ne veut pas dire que quand c'est rouge, c'est à ne pas consommer, c'est à abolir de la... D'ailleurs, il y a encore des difficultés à bien plaquer ce Nutri-Score. Parce que si on voit les algorithmes, l'huile d'olive, on pourrait la mettre dans le rouge parce qu'il n'y a que des acides gras, il n'y a que des lipides. Et pourtant, elle est bonne pour la santé. Donc, excellente. C'est pas parfait pour tous les types de produits, mais ça marche très bien, notamment pour les produits manufacturés, notamment tout ce qui est biscuiterie, tout ce qui est produits ultra transformés, tout ce qui est les fromages, les céréales pour le petit déjeuner. Ça marche très bien pour un certain nombre de produits. Pour d'autres produits, il faut faire intervenir un petit peu la raison. Il faut faire intervenir la raison. Bon, moi j'ai compris. La difficulté, d'abord, c'est quand on prend un produit, c'est la composition est un charabia qui est difficile à décrypter. D'abord, vous avez raison, il faudrait une loupe d'abord pour le voir. Oui. Je crois que c'est fait exprès. À la limite, je me dis que c'est fait exprès. Plus l'emballage est petit, plus l'écriture est petite. Là aussi, si vous voulez par exemple acheter une pâte à tartiner de 200 grammes, l'emballage va être écrit très très petit. Moi, je pense à la boîte de harissa, la plus petite, c'est indescriptible. Et encore, lorsque vous avez des informations de composition, et puis pour le commun des mortels, pour le consommateur, il y a tellement de choses à lire. Il y a la liste des ingrédients, il y a la composition, il y a peut-être les fameux additifs qu'on va mettre, les fameux signes, et tout ça. Et puis, bon, voilà. Mais vous imaginez... Alors qu'un simple coup d'œil comme ça, lorsqu'on voit les couleurs de vert jusqu'au rouge, c'est quand même plus rapide à être fixé, quoi. Mais là, je rejoins votre démarche, parce que c'est vrai que, imaginez, bon, alhamdoulilah, maintenant, quand on rentre dans les hyper-supermarchés ou même les petites supérettes, on a au moins 3, 4, 5 variétés de... Par exemple, je prends la tomate. Ouais. Mais si je m'amuse à lire, avant d'acheter une boîte de tomates, 5, 6 boîtes, puis après, avant d'acheter le beurre, je me mets à lire avec ma loupe 3 à 5, ça veut dire que pour remplir un sachet, il faudra une journée. Oui, non, il faut donc pour ça, il faut aller vers des choses pratiques. Et puis, ce qu'il y a, non seulement aider le consommateur à se prendre en charge par un meilleur choix des produits, d'une part, mais aussi on s'est rendu compte que beaucoup d'industriels, à partir du moment où ils doivent suivre la concurrence, ils doivent mettre leur Nutri-Score,
se sont arrangés pour améliorer le score de leurs produits. En se disant, voilà, moi je produis aujourd'hui des biscuits, et puis si on voit sa composition, si on calcule avec l'algorithme que nous avons entre les mains le Nutri-Score, et ben c'est un produit qui va être de classe, on va dire, D, ou E, ou C, donc parce que c'est A, B, C, D, E. Hein, donc nous avons A, B, C, D, E, ça il faut le dire. Le A, c'est le vert, très bon pour la santé. Le E, c'est rouge. Bon, c'est mauvais, à éviter. À limiter autant que faire se peut. Et il faudrait le limiter. Voilà, donc on a. Alors, je me dit, moi, mon produit, il est maintenant à la classe D. Et mon concurrent, lui, son produit est à la classe C, du point de vue de score. Donc, je dois essayer d'améliorer la formule de mon produit pour gagner et le remonter. C'est-à-dire que ça va jouer sur ces deux niveaux. Un, le consommateur va aller vers les scores AB, par exemple, AB, C à la limite, et puis le fabricant va dire, moi, si je reste avec mon produit avec un score de D ou DE, eh ben, c'est mon concurrent qui va prendre le marché, qui va prendre une plus grande part de marché. Et donc, ça amène, si vous voulez, là aussi, les fabricants à essayer d'améliorer leur composition, à rajouter, par exemple, des fibres, puisque les fibres vont améliorer le score. Et c'est bon pour la santé. Ils vont peut-être réduire les lipides. Ils vont peut-être réduire la quantité de sucre ajouté. Et donc, ceci va leur permettre d'améliorer le Nutri-Score de leur produit. Et donc, ça va jouer à la fois sur les deux, sur le consommateur et sur l'industriel. Et comme ça, ils répondent aux normes, parce qu'il y a certaines normes commerciales imposées par la loi, par le contrôle de qualité, où on doit mettre obligatoirement tout ce qu'il y a, même si on ne comprend pas tout. Hein. Oui, ils mettront ça parce que les services du commerce, les institutions chargées du contrôle du commerce, de la répression des fraudes et les autres ont besoin de ce type d'informations, mais le consommateur, lui, il a besoin de savoir, de faire confiance également à l'étiquetage, parce qu'il faut lui faire confiance, il a besoin de savoir exactement, très rapidement. Il n'a pas le temps, il n'est pas en train de se promener. Hein, la tâche des courses est une tâche pour le ménage. Hein. Ce n'est pas forcément. C'est du boulot. Hein. C'est du boulot, parce que chercher le bon produit. C'est le budget temps. On a déjà pas mal de problèmes de déplacement, de transport de ce que nous. Il faut rajouter également l'étude de chaque produit. Ça devient. Voilà. Donc c'est quelque chose c'est une idée qui n'était pas récente. Elle date à peu près de 2011-2012. Ah, quand même, ça a une dizaine d'années. De chercheurs juste en face de nous, en France, qui avaient beaucoup travaillé sur ça. Et puis, ce n'est pas le seul système de codification. Beaucoup d'autres pays ont proposé d'autres systèmes de codification et d'information. Il y a le code couleur, il y a le code des Nutri-Score, il y a pas mal d'autres codes. Mais lorsque des études ont été réalisées, on s'est rendu compte que ce Nutri-Score-là est celui qui donne de meilleurs résultats du point de vue comportement et correction de comportement du consommateur et également de réactivité par rapport aux industriels, à ceux qui produisent. Voilà, et de plus en plus d'autres pays ont commencé à l'adopter jusqu'à ce que l'Union européenne elle-même prenne des décisions à ce niveau-là pour essayer de généraliser. Bon, ce n'est pas tous les pays qui sont encore là. Oui, mais nous connaissons, nous, parce que qu'on le veuille ou non, dans nos supérettes, dans nos grandes surfaces, nous avons des produits qui nous viennent de l'étranger, d'Europe. Et puis nous avons aussi une communauté de familles qui sont installées en Europe et qui ramènent également dans leur bagage ces produits-là. Et ce logo-là, on le retrouve systématiquement sur ces produits. Oui. Et c'est bon de s'interroger. Voilà le type Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un score qui va à peu près de moins 15 à plus 40. Voilà, exactement. Et plus le score est faible, et plus le score est faible, et plus c'est bon pour la santé. Plus on a vers des scores de 40, moi, c'est pas bon pour la santé. Et on va tenir compte de quoi? On va tenir compte de la composition du produit. Dans l'algorithme qui calcule, on va introduire la composition, par exemple, en sucre ajouté. On va introduire la quantité d'énergie qu'il apporte. On va introduire la quantité de lipides, la quantité de sel. Tout ça, ce qui n'est pas bon pour la santé. Donc, ça va faire en sorte à ce que le score va monter. Et puis, on va tenir compte notamment de la composition en fibres, de la composition en protéines, de la composition de ce qui est bon pour la santé. Et donc, on va faire un calcul
Et puis, on va sortir avec un score. Justement, j'allais dire que c'est quoi, moins 15, moins 40, voilà, moins 78, c'est le résultat. Mais au lieu de dire moins 15, moins 40, on va faire des classes. On va dire entre moins 15 et dans cet intervalle-là, ce sera la classe A, rouge, verte. Verte. Entre telle valeur et telle valeur, ce sera B, et ainsi de suite. Et puis, on va adapter également ce Nutri-Score. Ça, évidemment, c'est un travail de spécialiste, ce n'est pas un travail qui est fait comme ça, c'est une nutritionniste. C'est pas spontané, c'est... Voilà. Donc, il y a toute une étude, parce qu'il nous faut des informations sur le produit, il nous faut sa composition, il nous faut pas mal d'informations, la liste des ingrédients. Et on a adapté ce Nutri-Score par catégorie de produits aussi. On ne peut pas appliquer la même formule pour tous les produits. C'est ce que j'allais dire. Si on appliquait la même formule pour tous les produits, malheureusement, certains produits tels que l'huile d'olive, voilà. C'est hors norme, l'huile d'olive. Voilà. Donc, il y a parfois des produits qui ne sont pas concernés par ce Nutri-Score parce qu'appliquer on ne va pas appliquer le Nutri-Score pour une orange telle qu'elle est. Non, c'est pas pour ça. Ça concerne essentiellement les produits qui sont des usines transformés, là où l'être humain est en train de mettre des épices, avec des recettes. Je mets un peu de ceci, un peu de cela, un peu de ceci, ça nous fait des bombes. Des bombes énergétiques, ça nous fait des bombes à sel, ça nous fait des bombes à sucre, ou alors ça nous apporte suffisamment de fibres pour l'organisme. Justement, vous allez dire, dans la composition qui est imposée par le contrôle de qualité aux industriels, je viens de l'apprendre, je ne savais pas que la quantité, c'est par ordre décroissant. Le premier élément cité, c'est... dans la liste des ingrédients. Dans la liste des ingrédients. Oui, le premier élément cité, c'est... Si c'est un produit où il y a 80% d'eau, et l'eau sera citée en premier. Très bien. Et c'est par ordre décroissant C'est pour cela qu'on va retrouver tous les auxiliaires de fabrication qui sont utilisés à petite quantité, les fameux SIN, les conservateurs, etc. Que j'ai jamais compris, SIN, 212, additifs... C'est des codes, ça ne veut rien dire pour le consommateur. À des fins alimentaires. Il y a un arrêté... le 74, je crois, du ministère du Commerce, avec des annexes qui vous donnent à la fois le code et qui vous donnent à la fois la substance, sa dénomination scientifique, sa dénomination, et puis les quantités à ne pas dépasser, etc. Donc ça, c'est codifié. C'est codifié. D'accord. Mais on trouve aussi à la fin... Il y a même certaines substances qui sont totalement interdites pour les aliments pour enfants et nourrissants. C'est vrai qu'on dit que dans certains produits, on dit que c'est mauvais pour les enfants. Voilà. Donc, alors tout ça, bon, c'est bien de proposer quelque chose qui a une valeur scientifique et nutritionnelle, parce que c'est des recherches. Mais est-ce que les industriels vont marcher dans ce sens avec vous? Est-ce qu'ils vont adopter ce que vous allez... Oui, pour le moment, on n'est pas encore au stade de son adoption en Algérie parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour ça. Pour le moment, il faudrait que l'on comprenne ça, il faudrait que des institutions soient sensibilisées. Il me semble avoir compris qu'il y a des collègues associés notamment à certaines institutions qui semblent vouloir s'impliquer, ou qui ont l'objectif de s'impliquer pour faire développer ce concept, on va dire ce concept d'information. Il est clair qu'on n'est pas obligé d'adopter tout à fait la même chose, mais si c'est le plus performant à l'échelle mondiale, pourquoi pas? C'est comme voilà, il y a certaines choses qu'on adopte parce que c'est... Et ce qu'il y a, c'est que nous n'avons pas forcément... un produit algérien peut avoir peut-être un Nutri-Score plus mauvais que le produit similaire d'un autre pays. Parce que tout dépend de la manière avec quel ingrédient il a été fabriqué. Ou alors, inversement, aussi, un produit algérien peut avoir un Nutri-Score plus bon qu'un autre pays qui vient de la même chose à l'échelle d'un même pays. Entre une entreprise et une entreprise, vous avez aussi pour un même type de produit, si on prend les céréales pour petit déjeuner, si on prend les biscuits, dans n'importe quelle industrie, on peut prendre deux produits. C'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous avez remarqué, demain, s'ils veulent améliorer leur Nutri-Score, il y a certaines entreprises qui ont rajouté, par exemple, un peu plus de fruits secs dans leurs produits, un peu plus de fruits dans les produits, pour apporter un peu plus de fibres. Le fait d'apporter un peu plus de fibres, ça permet d'avoir un score qui va faire décaler, si vous voulez, la couleur vers le vert, etc., etc. Donc, voilà. Donc, on joue également sur le bénéfice santé de certains ingrédients et de ce qu'on apporte. Alors, quelle est cette institution qui va faire cet étiquetage pour le moment, c'est pas encore défini, mais d'abord, il faut dire que c'est au stade de réflexion. Voilà. En Europe, c'est comme ça que ça. Pour définir le Nutri-Score, il faut plusieurs acteurs. Il faut d'abord le fabricant.
Le fabricant doit être honnête avec nous. Il doit dire exactement qu'est-ce qu'il a mis dans sa préparation. Ça, je crois que c'est la démarche la plus difficile. Voilà. Il doit jouer le jeu. Il sera contrôlé, certainement. Les institutions mettront en place des trucs de contrôle. Oui, mais on va vous parler de recettes bien spéciales que l'on ne dévoile pas. Non, mais on n'a pas besoin de la recette, on a besoin de la composition chimique. Je ne citerai pas certaines boissons qui sont connues mondialement, mais dont la recette est toujours secrète. Par exemple, c'est pas la recette, la formule, comme on dit, nous, qui nous intéresse. C'est quelle est la quantité de kilocalories qu'apporte, par exemple, 100 ml ou 100 grammes ce produit. C'est ça l'information dont j'ai besoin. Quelle est la quantité de fibres apportée par 100 grammes de produit? Quelle est la quantité de protéines apportée par 100 grammes? Donc, je reviens à la composition nutritionnelle. Et à partir des informations de la composition nutritionnelle, je calcule l'algorithme, j'introduis ces données-là dans mon algorithme, et mon algorithme me donne le score. Et une fois que mon algorithme me donne le score, je les classe en A, B, C, D, E. Alors ça, ça peut être fait sur une base volontaire. Alors, ce que nous demandons aux industriels, c'est qu'ils soient loyaux dans la déclaration de la composition en nutriments. Parce que c'est ça qui permet de la base. Donc, il y a d'abord l'industriel, le fabricant. Il y a une institution. Alors, ça peut être le ministère du Commerce, ça peut être une direction du ministère du Commerce, ça peut être le ministère de l'Agriculture pour certains produits. En tout cas, il s'agira de définir une institution. Ça peut être aussi des agences, ça peut être l'Institut national de santé publique, des agences de santé, quelque chose comme ça. Donc, et cette institution-là qui va vérifier l'information, qui va refaire des calculs, vérifier l'information. Et puis, il faudrait aussi que le consommateur adhère à cette démarche. Voici à peu près les grands groupes d'acteurs. C'est le nombre d'acteurs qui... Le grand groupe d'acteurs, les trois grands groupes d'acteurs qui devraient être impliqués pour la réussite d'une telle démarche. Mais cette réussite passe quand même par une bonne volonté commune. C'est que tout le monde doit mettre... Parce que c'est vrai que... Parce que la santé devait être... Nous avons une seule santé, one health, comme on dit. On a une seule santé et on doit avoir une seule démarche pour aller vers cette santé-là. Une sorte d'amélioration. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on oublie, certains me donnent l'exemple, je vous en prie, c'est que la santé, c'est comme un compte bancaire. C'est que un capital. Un capital qu'il faut utiliser, qu'il faut consommer avec modération. Voilà, si vous utilisez, savoir le consommer. Savoir et surtout le préserver le plus longtemps possible. Et c'est pour ça que... alors, l'adhésion, comment nous, simples citoyens, comment peut-on adhérer à cette démarche de couleur? C'est un travail de sensibilisation. Je crois que de plus en plus, le consommateur algérien a pris conscience des problèmes qu'il peut générer avec une mauvaise alimentation. Et on a tous maintenant sur la bouche le problème de l'obésité, on a le problème de l'hypertension, on a le problème du diabète, et on fait tous une relation avec l'alimentation. Bah oui, tout le monde maintenant fait une relation avec l'alimentation. De notre assiette dépend notre santé. Ne pas manger beaucoup de sel. J'entends et je vois même des gens qui vont demander au boulanger du pain sans sel. Oui. On s'intéresse à ce qui on s'intéresse maintenant à l'absence ou à la présence de sucre ajouté. Donc il y a une conscientisation. Il y a une prise de conscience, il faut le dire. Et même, il y a une prise de conscience, parce qu'on voit les consommateurs avant d'acheter, je vois beaucoup de gens en train de lire, avec beaucoup de difficultés, mais ils lisent quand même. Voilà, il y a cet effort-là. Ils vont aussi vers l'essentiel. L'idée, c'est de leur faciliter la vie, entre guillemets, qu'il y ait un confort, un plus grand confort dans le choix des aliments. Oui, et surtout et lorsque moi je vois des couleurs, de loin déjà, je me positionne. Je vois que c'est le vert qui est indiqué là, c'est le rouge qui est indiqué là, c'est l'orange, c'est le jaune. Et donc, ça me permet tout de suite, c'est l'orangé. Bon, voilà les trois couleurs. Il y a le rouge, l'orangé, le jaune. C'est comme un feu de signalisation. Comme les feux de signalisation. Voilà, au rouge, on s'arrête. Voilà, au rouge, on s'arrête. À l'orange, on ralentit. Voilà. Et puis, c'est ça qui est bien, c'est que c'est perceptible et compréhensible par tout le monde. D'ailleurs, on fait une recherche sur Internet, on a des gens qui sont amusés. J'ai une belle image
d'un panneau de signalisation routière avec les 5 couleurs A, B, C, D, E et qui se penche sur le caddie du consommateur pour scanner et puis lui dire taf, 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 là c'est bon, là c'est bon. Bon, c'est un peu ça. Mais ça facilite beaucoup la vie. Ça facilite beaucoup la vie du consommateur lorsqu'il va faire ses achats. C'est ça qui est bien, c'est d'abord facilité. Et ça le responsabilise. Ça le responsabilise. Parce qu'on a l'habitude de dire oh, comment puis-je être responsable de ce que j'achète? J'arrive même pas à lire le contenu, j'arrive même pas à voir, il y a distinguer. Eh bien, la manière de les aider à se responsabiliser, c'est peut-être ces codes couleurs. Et surtout aider, faciliter la compréhension du produit, parce que dans beaucoup de cas, le produit, on ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur. On goûte, c'est sucré. Des fois, on met beaucoup de sucre pour justement éliminer quelques... Et c'est pas bien. Et bon, mais on essaie. Ça, c'est une manière d'aider le consommateur à mieux se nourrir. Je crois que c'est ça le but. Tout à fait. Alors, est-ce que ça mettra beaucoup de temps? Par exemple, si on met en place... En Algérie, on est au stade de l'information, de le stade de la... moi, je suis en contact avec des collègues qui ont eu le courage de s'impliquer dans de tels projets. C'est également soutenu par le Centre de recherche en sciences pharmaceutiques de Constantine et avec la participation du ministère du Commerce. Donc nous sommes au stade déjà de l'identification et au stade de la réflexion. C'est pas dirigé, c'est dirigé par des collègues médecins d'Alger. Il faut leur rendre hommage, leur reconnaître ce mérite, et puis il faut avoir du courage pour se lancer. Et c'est au stade de la connaissance de la chose. Très bien, on va terminer bien sûr par donner rendez-vous à ceux qui veulent plus d'informations. Votre conférence, ça sera mardi prochain. Mardi au CRSP. C'est quoi CRSP? Centre de recherche en sciences pharmaceutiques. Voilà, il faut dire, ça se trouve à la Nouvelle-Ville. Voilà, Nouvelle-Ville. C'est aussi, je crois, que nous avons lancé également une information pour le suivi sous forme à distance, en visioconférence, pour ceux qui veulent suivre la conférence en visioconférence. Très bien. Je crois qu'il y a un lien où on peut bien sûr participer. S'inscrire. Jamal Mkhancha, je vous remercie et puis je vous souhaite bon courage. Et puis ça, c'est une démarche. J'aimerais bien que la prochaine fois, quand vous viendrez dans notre émission, vous allez me dire ça et c'est bon, on a commencé, on a mis la machine en branle pour essayer de donc, tu veux dire que je viendrai dans beaucoup plus longtemps que vous savez, c'est une décision, vous savez. Parce que ça demande beaucoup de temps, ça. Si tu attends qu'il y ait des résultats pour que je revienne vous voir, eh ben, on se dit au revoir, il n'y a pas très bientôt, mais autant que... Là où j'ai Ramadan, et on va, bien sûr, on va essayer de vous rappeler pour essayer de voir comment, surtout, éviter la déshydratation, parce que c'est ça le premier ennemi du jeûneur, je pense. C'est ça. Merci Jamal Mkhancha. On va juste, je vous invite à faire un petit tour à Annaba par ce reportage de Selma Khayouani qui est allé nous ramener quelques images du théâtre féminin qui est dans sa 7e festival du théâtre féminin qui en est à sa 7e édition. Cette année, on a rendu hommage à Nouria Qasdani qui est une grande dame du 4e art. النتيجة رانا نشوفوها من خلال الشباب اللي داو المشعل الشابات. المسرح هو إبداع، هو إحساس، هو تكوين، هو لم الشمل، هو احتكاك، وهو رسالة نبيلة. اليوم رايحين هذا الدورة السابعة مهداة لروح عميدة المسرحيات والممثلات ألا وهي السيدة نوريا. بطبيعة الحال المرأة الجزائرية أو الفنانة المسرحية الجزائرية لعبت دور كبير سواء أثناء الحقبة الاستعمارية أو أثناء الثورة التحريرية أو بعد الاستقلال. بطبيعة الحال نوريا هي معاصرة السيدة كلثوم، السيدة صابونجي، السيدة وهبة زكال، يعني هذوما نساء الرائدات، يعني عطاو يعني نفس جديد يعني للنساء الجزائريات. أغرب كيان الناس هضرت في داشي يروح بوين
لا نوفيل كاليدوني سيدي شي يقارن وتزيش النار كيان لعب رول محمد المقراني صافي بليزير اكاد نسمكثي مزروينا اين قاعد في ثمورتنا اين تخدم هنا على الاستعمار الرومي اكا باش وليدي الجالي دي ذكرنا الزرم دا شو انسد كثمورت نسن انسد نكاب باش نقدر وسار ارتلي سي اون بياس فريمون اللي كي نلعبوها سورتو حنا كي نسا كي يلعبوها نحسوا روحنا كي جور دي فام كوراجوز دي فام فريمون كي اللي يبانوا المرأة الجزائرية مرأة قوية هي مرأة شجاعة أوسي. لا بيس تياتر لاقي غرض كاين يخدم مسيو إسعاد عبد النور اندي نخدم ديس لي ديبورتي د لا كاليدوني. هذا العرض اللي هو من أروع العروض ربما اللي أنا شخصيا حضرتها. هذا رائع، سينوغرافيا رائعة، ممثلين رائعين وإخراج ولا أروع في الحقيقة. تكون فيه محاولة تشجيع للمرأة من خلال حضورها مختلف الفعاليات ومن خلال تشجيعها على اقتحام الخشبة وأيضا لعب أدوار محورية من خلال دورها كمخرجة كسينوغرافية أيضا ككوريغرافية وككاتبة سيناريو كموسيقارية. يعني لماذا لا تكون المرأة دائما يعني موجودة. Belles images de ce festival du théâtre féminin à Annaba qui va être clôturé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de remise des prix qui se déroulera au théâtre Azdin Medjoubi de Annaba, Inch'Allah. Mais nous allons parler d'abord, dans cette deuxième partie d'émission, des méfaits, des dangers de l'utilisation de l'Internet par le biais des mobiles pour les enfants. Et c'est vrai que l'on a vu ces derniers temps beaucoup d'enfants prendre le téléphone de leur papa, de leur maman et jouer, et sans savoir quel algorithme, parce qu'on a vu que, on se rend compte que maintenant il y a des algorithmes qui nous donnent, qui ont nos choix, qui ont nos préférences et qui nous donnent ce qu'on est en train de chercher, ce qu'on visite le plus. Et là, c'est, je ne sais pas, ça paraît dangereux. Alors, docteur Siam Zahim, merci d'abord d'être là. Oui. Vous êtes pédopsychiatre et c'est votre spécialité. Oui. Marhaba bik d'abord. Merci, bonjour. Alors, je vous remercie d'être là, mais surtout de venir nous éclairer sur les dangers, parce que des fois, quand il y a l'enfant qui vous tarabuste un peu, pour se débarrasser de son bruit, on lui donne le téléphone et là, je crois que c'est le premier danger. Oui, on le fait quand vous l'avez dit, ils nous tarabustent, les enfants. C'est vrai, les enfants. C'est pratiquement, tous les parents en souffrent. Donc le téléphone est un moyen de les calmer, disons. Mais c'est vraiment une faute de notre part. Donc déjà, on les prépare dès leur jeune âge, on leur donne le téléphone actuellement. C'est les premiers mois, ils me donnent le téléphone. Moins de 2 ans, ça c'est très dangereux. Oui, on ne va pas dire sur le plan physiologique, parce que c'est vrai que c'est mauvais pour les yeux, c'est mauvais pour le sommeil, le développement cérébral. Voilà. Oui. Et sur le comportement, sur le tempérament, c'est des enfants agressifs, c'est des enfants violents, c'est des... Alors, je sais qu'il y a cette addiction qui est là, qui prend l'enfant, et ça, c'est le plus dangereux, c'est ce qu'il faut éviter. Oui, plus on les initie précocement, donc dès leur jeune âge, plus ça sera difficile de contrôler, disons, leur consommation de ces appareils. Pas que le téléphone, tablette, télévision, donc tout ce qui est technologie. Donc plus on les initie, c'est ce qu'on fait actuellement, et ça sera difficile de les sévrer, disons, parce que c'est une addiction. C'est une addiction, mais c'est une drogue, il faut le dire. Oui. Parce que quand on ne peut plus se passer de quelque chose, c'est une drogue. On n'a qu'à nous voir nous-mêmes. Donc ils ont fait des études sur le fait d'être attaché à son portable. Donc si vous remarquez, lorsqu'on sort son téléphone, si on l'oublie ou là, on devient, voilà, c'est la catastrophe. Donc c'est des symptômes d'addiction, de dépendance, c'est le terme, c'est de dépendance. Et on inocule ça à nos enfants. Et c'est bien dommage, donc il faut vraiment y penser. Et c'est vrai que, on a eu des cas où des enfants sont allés même jusqu'au suicide. On a vu ces jeux, voilà, donc ça c'est... Là, on en a vu en consultation, malheureusement. Donc il n'y a pas beaucoup de cas, alhamdoulilah,
peut-être parce qu'ils n'ont pas consulté. Mais on a vu des cas avec passage à l'acte et tentative de suicide suite aux jeux. Donc c'est des jeux interactifs par Internet, c'est des défis, des challenges qu'on donne aux enfants. Et l'un des challenges, justement, ils commencent à les préparer. Il ne faut pas parler de ce jeu, il ne faut pas parler à vos parents. Donc c'est vraiment vicieux comme jeu. Oui. Et à la fin, on leur demande de faire des challenges, entre autres, de mettre une corde et d'asphyxier. Donc ils ne leur disent pas vous allez mourir, c'est des enfants. La notion de mort, elle n'est pas encore... Ils ne connaissent pas le danger. Voilà. Donc ils passent à l'acte et... C'est arrivé. Donc quand vous recevez ce genre de cas, oui. C'est les parents qui viennent vous ramener des enfants qui sont un peu... Mais comment vous faites? Comment vous les prenez en charge d'abord? Alors, la première chose à faire, c'est de calmer les parents, c'est de calmer, disons, l'atmosphère, l'agitation. Oui. Pour les enfants, donc, il faut, en entretien pédopsychiatrique, il faut que l'enfant ait confiance en vous pour qu'il parle, sinon ça ne sert à rien. Donc les enfants tout petits, ça va, lorsqu'ils s'habituent, ils nous parlent, ils s'ouvrent. Par contre, les adolescents, c'est un peu difficile. Donc les cas de jeu, de tentative de suicide, c'est des adolescents. Donc dès qu'ils sachent qu'on est là pour les aider, qu'ils peuvent nous faire confiance, ils se mettent à parler. Donc bien sûr, on les calme, on dédramatise la chose. Pas dédramatiser dans le sens c'est rien, vous n'avez rien fait. Non, mais vous êtes victime dans le sens que vous êtes mineur, vous êtes victime. Donc c'est eux qui sont les criminels. Et par la suite, bien sûr, c'est une psychoéducation sur le mésusage des téléphones et surtout de ces jeux. Et c'est un des trucs qu'on travaille sur lequel on travaille, c'est le fait du contrôle parental. Donc, on responsabilise les parents. Donc, on insiste à installer le contrôle parental. Et c'est gratuit actuellement. Il y a le Family Link, il y a le truc. Donc, on peut contrôler l'utilisation des téléphones de nos enfants. Donc, on travaille avec les parents, à la fois avec les parents et l'enfant. Oui, et une sensibilisation aux écoles et tout. Alors surtout, il y a une campagne de sensibilisation qui est nationale en ce moment. Semaine de prévention contre les dangers et ça concerne plusieurs secteurs, notamment les affaires religieuses, l'enseignement, les écoles. Donc c'est tout c'est plusieurs secteurs qui sont mobilisés justement pour essayer de préserver nos enfants. Voilà. Cette campagne de sensibilisation, eh bien, nous avons notre consoeur Linda Chaban s'est rendue à une des campagnes de sensibilisation. Elle nous est revenue avec ce reportage. اللي ككل انه لازم تقديم النصيحه والتكرار وخاصه الاستمتاع بكل الوقت اللي المتوفر خلال الحصه بدون يعني والله نقدر نقول محاوله تجنب استعمال التكنولوجيا لانهم راهم يستعملوا فيها بطريقه يعني غير يعني نقدر نقولوا نعم غير مدروسه. كاين اللي ياخذ الراي لما تنصحوا وكاين اللي فقط يعني يعطيك جواب اللي يرضيك فقط. الهاتف يشوش العقل، يفقد الذاكره، ضعف البصر. يمكننا تبديله بالقرآن، قراءة القرآن، حل الآحاجي، قراءة السيرة النبوية. كنا نقرأ كما نخرج على 3 نروح للدار نتفرج فيها بالتلفزيون من بعد نحط نقرا. كما يجي أبي كما نخلص القراية نقول له يعطيني نلعب شوية، نهزو ساعة بصح ما بدا بيا نقص. في العطلة نفطن نقعد ساعة نقعد شوية في المطرح ومن بعد نروح نغسل وجهي ونغسل سني ومن بعد نروح نتفرج. نزل واحد 3 سوايع ونتعلم به اللغة. كاين نهار في الأوقات تاع رسالة لأبنائنا وبناتنا بهذه المخاطر وتكون عبارة عن ومضات باستمرار حتى نستطيع أن نحصن هذا الجيل. حثينا الأولياء على مراقبة الأطفال يعني ما نتركوهمش يعني وحدهم مع وسائل التواصل الاجتماعي ونسأل الله عز وجل إن شاء الله ربي إن شاء الله يهدينا ويصلح حوالنا بإذن الله. هذه الوسائل هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة من الله سبحانه وتعالى، هي أداة تواصل، لكن هذه النعم ينبغي للمسلم أن يستخدمها في نعمة الله سبحانه وتعالى. هذا الطفل كما تراقبيهش انت وما توقفيش مع المادة العلمية اللي قاعد يبحث عليها،
راح يروح لامور اخرى. اذا انا نمد لولدي البورتابل، مش ما نمدلوش بصح نعسو. الامر كذلك اللي ناكدوا عليه المده الزمنيه، انا نقول للامهات خلي وقت محدد. انا ارى انه الاجدر هو توجيه الطفل داخليا حتى يتعامل مع وسائل التواصل، بحيث انه تكون عنده اهداف مستقبليه، وخاصه فيما يتعلق باداره الوقت. يعني الطفل لما يكون عنده اهداف وعنده اداره حكيمه للوقت، وهذا طبعا هنا يكون تدخل الاولياء، توجيه الاولياء، هنا راح يختلف الامر كثيرا، بحيث انه راح يستعمل وسائل التواصل لهدف معين. مرحله الطفوله لا يجوز استعمال الهواتف النقاله بتاتا. كلكم راع وكلكم مسؤول على رعيته. اصبري على ولدك، صبري على بنتك، يبكي يعيط يفسد يكسر، خليه ينمو بطريقه طبيعيه. كاين التلفزيون، كاين يتعلموا، كاين صور، كاين خيري صور متحركه معينه درسيها قبل، وخلي الصغير تاعك يتلاها بها. حطي له القران، كاين ناس رباو اولادهم في سن مبكره حفظوا القران من التلفزيون. على انت تحفظي صغيرك، تحفظي الكلام ربما اللي ما ينفعش. المرحله اللي تاع التمدرس، انا نصيحتي للامهات ربي والعقيده السليمه في قلوب ابنائكم، علموهم الرقابه الالهيه. انت كي تربي ولدك على الاخلاق وتربي على الدين وتربي على العفه وعلى الطهاره، انت راكي تطلقيه في المجتمع وما تخافيش. Donc Linda Chaban qui nous a montré une partie de la campagne de sensibilisation, bien sûr. Il y a d'autres champs d'action. Nous, on a choisi les affaires religieuses, la direction des affaires religieuses et l'école. Et là, on a vu quand même, quand on regarde les enfants, oui. Les 2 tiers portent des lunettes déjà. Oui. Si je vous montre une époque d'enfants, à l'école, il y a 50 ans, il n'y avait pas autant de lunettes. Oui, oui. Là, c'était rare. Oui, oui. Là, c'est déjà le premier danger qui est... Mais quand on voit ce genre, c'est vraiment la limitation de l'utilisation qui est... Oui. Voilà, parce qu'on a eu des études qui disent que des enfants de moins de 2 ans qui utilisent le téléphone ou la tablette 2 à 3 heures par semaine, c'est énorme. Chez nous, en consultation, on a vu des cas où les enfants passent toute la journée devant la télé. Toute la journée. Donc, c'est des enfants de 6 mois, mais elles ont et tout. Le lit, et ils passent tout le temps. La maman, elle nous dit elle a des travaux ménagers, elle cuisine. Et donc, je ne suis pas en train de responsabiliser la mère. Mais il faut les sensibiliser. Voilà. Ça, c'est un comportement. Ça se fait de façon spontanée, mais il faut les sensibiliser dans ce sens. Donc, il y a la règle de 3, 6, 9, 12. Donc, pas de télé, pas d'écran. Mais je ne dis pas de télé, pas d'écran avant 3 ans. Et pas d'Internet avant 6 ans. Et pas d'Internet accompagné, seul plutôt, avant 9 ans. Et plutôt pas d'appareil téléphone individuel avant 9 ans. Et pas d'Internet seul avant 12 ans. Donc 3, 6, 9, 12. Ah oui, il faut bien retenir. 3, 6, 9, 12, ça ressemble même à un contrat notarié. Oui, c'est à peu près ça. C'est des recommandations canadiennes, françaises, donc les gens ont vraiment... C'est des études sont faites, qui ont été faites un peu dans le monde. Suite aux dégâts qu'on a vus. Donc c'est pas que la myopie ou les mauvaises postures de l'enfant, ou bien les troubles du sommeil. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la position. Parce qu'un enfant, il doit jouer, il doit gesticuler. C'est pour développer sa motricité, en fait. Il y a quelque chose qui a disparu dans notre société, qui était les jeux d'enfants dehors. Oui, c'est vrai. Les filles jouaient à la marelle, les enfants jouaient, les garçons à cache-cache, sauter, tomber. Et ça a disparu. Oui. Et en fait, le fait de courir, de tomber, d'escalader, c'est vraiment un truc important pour le développement de la psychomotricité. Donc déjà, le côté psychomoteur, et on le voit, à un jeune âge, on a les douleurs sciatiques, voilà. Donc vraiment, c'est dommage. Et c'est dû en grande partie à cette sédentarité devant les écrans.
Donc c'est le téléphone qui a encore aggravé les choses. Et le téléphone a réduit le champ. On nous appelait les enfants de la télé, parce qu'on a grandi avec une télévision. Mais je crois que c'est moins néfaste que le téléphone et les tablettes. C'est plus addictif en fait le téléphone, oui. Et le téléphone est en train de créer, parce qu'on a vu ça même, il y a des tentatives de suicide. Mais il y a aussi même dans certaines situations, où l'enfant est téléguidé pour faire sortir des trucs de la maison. Et s'il y a même des vols qui sont dirigés par des enfants. Et là, je crois que les parents n'ont pas encore conscience de ce qu'ils font en donnant le téléphone. Oui, c'est par méconnaissance. Bien sûr, aucun parent ne voudrait que son enfant fait des choses terribles. Pareil. Mais c'est le but de la sensibilisation. Donc, d'ailleurs, on va parler de ça pendant la semaine de sensibilisation sur le fait de limiter l'utilisation des téléphones. Donc, il y a certaines règles à établir. On peut le faire par des trucs simples. Par exemple, pas de téléphone à table. Lorsqu'on dîne, on mange, pas de téléphone pour tout le monde, même les parents. Donc, pas de téléphone, voilà. Pas de télévision dans la cuisine ou bien dans la chambre à coucher. Donc, il faut que ça soit dans un lieu où toute la famille se rassemble. Pas de téléphone 1 heure avant le sommeil. Donc, c'est pour tout le monde aussi. C'est même pour nous. Pourquoi? C'est la lumière bleue, en fait, les lumières bleues. Donc, ils ont tendance à diminuer la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone naturelle du sommeil. Donc, ça a vraiment... Et si vous remarquez, si vous êtes sur le téléphone juste avant de dormir, déjà, c'est l'insomnie assurée. Assurée, c'est voilà. Il est préférable de prendre un livre, c'est mieux. Oui, bien sûr, avec une lumière tamisée et tout. Donc, 1 heure avant le coucher, pas d'écran, pas de télévision ou de téléphone. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Donc, limiter la durée pour passer sur Pourquoi pas comme on le faisait avant, les jeux de famille? Oui. Il y avait les jeux de société où toute la famille, c'est excellent pour d'abord la cellule familiale, parce que là, on voit que le téléphone est en train de détruire la cellule. On est séparés. Tout le monde a son propre téléphone dans sa chambre. On ne se voit que pour manger et parfois même pas. Tout le monde mange seul. Donc, c'est vraiment des mauvaises habitudes. C'est voulu, en fait, par le téléphone. Donc, on peut... Mais quels sont les risques? Où est-ce qu'on va avec cette dissociation de la famille? Oui, c'est ça. C'est la dissociation de la famille, donc de la société, des mœurs, de tout. Donc, de tout, non, c'est vrai que... On est vers l'involution du cerveau humain. Oui. Et avec l'introduction et la propagation de l'intelligence artificielle, je crois que le danger est encore plus présent. Oui. Donc avec le chat GPT et tout, actuellement, il y a des gens que je connais, même la discussion, donc ils préfèrent discuter avec le chat GPT qu'avec des personnes. Donc il dit que ça fait du bien, c'est comme une personne qui nous parle. Je ne sais pas si vous l'avez essayé, donc il parle même d'argent. Moi, je l'ai essayé, non, ça ne fait pas, j'ai essayé de parler avec le chat GPT. Enfin, chat GPT, non, mais il y a plusieurs applications. Oui, il y a plusieurs. Oui. Bon, j'ai essayé, c'est vrai que c'est quelqu'un d'agréable, qui n'a pas d'émotion, qui vous renvoie tout, et qui écoute sans préjugés, peut-être que c'est un bon confident. Mais... Je ne suis pas d'accord. En tant que psychiatre, je ne suis pas d'accord. Alors, qu'est-ce que... Oui, le contact humain, comme vous l'avez dit, il y a la chaleur humaine, il y a l'empathie, il y a le transfert d'émotions. Donc, par contre, parler avec une machine, comme ça reste une machine. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais personnellement, c'est mon avis personnel, je suis contre. On peut l'utiliser pour rechercher des informations. Voilà. C'est très utile. Exactement. La bibliographie, ça fait gagner du temps. Oui, ça aide beaucoup, ça aide énormément. Mais... il ne faut pas négliger le côté humain, le côté du cerveau humain. Le cerveau, c'est... Est-ce que justement cette intelligence artificielle n'est pas un danger pour le cerveau? Et puis, pourquoi? Parce que là, même pour les recherches, vous savez... ça facilite. C'est vrai que ça facilite, c'est très rapide, mais à la limite, j'allais dire, ça va nous casser les mains, les bras. Les bras et les neurones surtout. Et les neurones. Donc lorsqu'on fait des efforts cognitifs, disons, d'intelligence, il y a des synapses qui se créent, il y a une activité cérébrale, donc le cerveau il est stimulé. Par contre, lorsque tout est prêt, tout nous vient prêt, donc on n'a pas d'activité en fait. C'est comme si nous n'avions que de la bouillie pour manger, nos dents
Exactement. À un certain moment, on n'en a plus besoin, elles vont partir, elles vont se dégrader. C'est les cellules cérébrales et c'est la dégénérescence. On voit des cas précoces de... Je ne sais pas s'il y a une... Je demanderai à mes copines neurologues une relation entre les dégénérescences qui apparaissent précocement actuellement et l'utilisation justement de ces moyens de technologie. Mais ça reste quand même dangereux. Il faut vraiment être méfiant. C'est comme un muscle, hein. Si on ne l'utilise pas beaucoup, il va s'atrophier, il va mourir. Et donc je crois que le cerveau a besoin, parce qu'on dit le cerveau a besoin de jouer, les mots de lettres, ça a de mémoire, il a besoin, il a besoin d'écouter de la musique. Mais si on lui fait tout à sa place, là il y a danger. Il y a un terme, c'est le brain riot. C'est le cerveau qui part en compote ou bien... Oui, parce que si vous avez remarqué avec les petites vidéos, actuellement c'est les Reels, donc c'est des vidéos de 30 secondes, donc on fait que monter les Reels, parfois on regarde sans comprendre, c'est vraiment... On ne sait même pas quel est le message, on ne sait même pas. Oui, parfois c'est des messages subliminaux vraiment vicieux. Donc c'est des gens qui ont fait des études, ils parlent de brain damage. C'est le cerveau qui part en compote. Moi j'ai peur. Oui. Je ne sais pas si... Est-ce que j'ai raison d'avoir peur? Oui. On a peur, oui, mais il faut faire quelque chose. Donc, ce n'est pas la peur qui paralyse. Il faut commencer par nous-mêmes. Donc, pour donner l'image à nos enfants, donc il faut passer moins de téléphone. Il faut, comme vous l'avez dit, jouer à des jeux de société. Il faut regarder, la télé, mais ensemble. Il faut faire des activités dehors. Il faut sortir. Il faut marcher. Donc, on peut faire, c'est pas des choses c'est rien, coûteuses, se réunir et discuter, c'est quelque chose de très bien pour la famille, pour les liens familiaux, parce que là, la société s'individualise de plus en plus. Alors, si en plus on vous donne un confident qui est dans votre téléphone et surtout qui vous dit ce que vous voulez entendre. C'est ça c'est qu'il est là. C'est malsain, en fait. C'est pas tout à fait, parce que quand on partage un petit souci, c'est pour avoir un autre avis, pas un retour, un retour d'expérience, une empathie. Parfois, on cherche juste de l'écoute. Et là, on va s'adresser aux parents parce que les parents, prenez soin d'abord de vos enfants. Alors, là, on va récapituler, Dr Zahi. D'abord, première chose, c'est réguler le temps des écrans, Comme je l'ai dit auparavant, donc pas de télé dans les chambres des enfants, pas de téléphone à table, pas de téléphone 1 heure avant de dormir, et limiter et donner plus de temps aux enfants de jouer. Jouer, mais surtout jouer des jeux. Pas des jeux au téléphone. Non, des jeux. Voilà. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est ne donnez pas l'impression, je crois que c'est quelque chose aussi qui ne plaît pas aux enfants, ne donnez pas l'impression de surveiller, mais plutôt d'accompagner. Exactement. Les enfants n'aiment pas ça, être surveillés. Oui. Ça va devenir comme s'ils font exprès de nous provoquer, disons. Donc, il faut leur parler, en fait, des méfaits des téléphones. Exactement, il faut leur parler. On en a parlé une fois, c'est que l'enfant, quand on lui parle, il faut le mettre au grade d'un adulte. Il faut lui parler comme si on s'adressait à un adulte. C'est ce qui le rend plus mûr et c'est ce qui lui... Il faut le responsabiliser, en fait. Donc, on leur explique pourquoi on leur enlève le téléphone, pourquoi on fait ça, pourquoi on ne doit pas regarder la télé pendant 3 heures d'affilée. Donc, les enfants comprennent ça et ils ont peur, plus que nous. Donc, mais ils vont croire. Bien sûr. Donc il faut leur expliquer, leur parler et être nous-mêmes l'exemple. Donner l'exemple, c'est bien. Si nous, on n'utilise pas beaucoup de téléphone, les enfants, ça va être plus difficile, je crois, pour les enfants. Vraiment. Pardon, alors je rappelle que la campagne de sensibilisation continue à travers les écoles et vous participez aussi. Oui. On a fait l'année passée justement sur l'addiction aux écrans. Dans une école et c'était bien, les enfants ont interagi, donc ils ont confié qu'ils passaient beaucoup de temps devant les écrans et tout, et ils étaient vraiment réceptifs, c'était bien, donc les enfants comprennent, il faut juste leur parler. C'était des enfants de primaire.
Primaire. Donc ça veut dire qu'il faut aller à la base, à la source, les enfants, et quand ils sont pris en charge à la base, bien vous avez des résultats. Oui, mais je crois que c'est une action qu'il faudrait répéter, non pas parce que des fois ça prend des allures de ponctuel. Voilà, il faut multiplier. Docteur Zahi, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation en cette matinée pour justement parler de la sensibilisation des méfaits, du danger de l'utilisation du téléphone, mais surtout des jeux par le biais de l'Internet. On va rester aussi dans la célébration parce que rendre hommage, je le disais en début d'émission, à ceux qui nous permettent, qui nous permettent aujourd'hui de parler en toute liberté, nos martyrs, nos aînés, ceux qui ont sacrifié leur vie pour que notre pays vive dans l'indépendance totale et surtout, bien, notre pays fait de plus en plus de jaloux, ça veut dire que nous sommes sur le bon chemin. Et là, c'est grâce à ces martyrs auxquels on rend hommage aujourd'hui, puisque aujourd'hui, le 18 février, c'est la journée des martyrs, ceux qui nous ont quittés, ceux surtout qui ont bravé tout, qui ont tout laissé tomber derrière eux pour l'indépendance, cette liberté qui nous est chère. Comment rendre hommage? D'abord, vous savez, d'une manière culturelle, on a les chansons, et Tayara Safara est une des chansons les plus belles chansons révolutionnaires qui est là, qui a été revisitée, chantée, rechantée. Elle a même fait l'objet d'un film. Si vous l'avez raté aujourd'hui, hier il a été donné en diffusion à Borj Bouareresh, Tayara Safara, qui a fait l'objet d'un film sur justement cet avion qui était là pour bombarder, pour éclairer, pour repérer les moujahidines qui étaient dans les maquis. Et là, Tayara Asfara fait beaucoup de mal. Et c'est une femme qui chante, qui raconte l'histoire de son enfant parti pour combattre et qui risquait de ne plus revenir. Tayara Asfara, bekekshir khayr. Beaucoup d'émotions dans cette chanson chantée par une mère qui pleurait son fils parti au combat.
Et en cette journée nationale du Shahid, on ne pouvait pas quand même déroger à notre habitude de rendre hommage à ceux qui nous ont permis, je le dis toujours, de vivre en toute liberté, de nous exprimer avec cette indépendance qui est la nôtre. Alors, d'abord, on va accueillir M. Allawa Amara, qui est historien. Marhaba bik, si Allawa. Alors, d'abord, je vous remercie de nous avoir ramené le livre qui est une reconnaissance pour cet homme, ce médecin, qui est, je crois, le premier ophtalmologiste en Algérie, le premier, qui s'appelle Lakhdar Abdeslam Ben Badis, et le CHU Ben Badis de Constantine porte son nom, et non pas parce que beaucoup confondent, croient que c'est Abdelhamid Ben Badis, mais là, alors, c'est un travail de recherche effectué par vous-même, Allawa Amara, mais aussi Riyad Sharwana, sur les archives, sur cet homme qui a combattu à sa manière et qui est tombé au champ d'honneur. C'est un shahid de la Révolution. Oui. Alors, il s'est intitulé Menjamiat Baris, il a Sokies. Le titre, pourquoi ce titre d'abord? Pourquoi ce titre? D'abord, il a fait ses études à l'Université de Paris, à la faculté de médecine, de 1945 à 1952. Il a soutenu sa thèse doctorat à l'Université de Paris, donc la faculté de médecine, le 3 juillet 1954. Et puis, donc, quand il a rejoint après l'AILN, il est tombé au champ d'honneur à Sokies. Sokies, c'est une petite localité situé à une vingtaine de kilomètres de Bir el-Atr. C'est à la frontière algéro-tunisienne. En essayant de franchir le barrage électrifié. En allant vers la Tunisie. La Tunisie, oui. Et c'est là qu'il est tombé au champ d'honneur. Oui. La fameuse ligne Shah, Maurice et Charles. Voilà, donc ce pièce, c'est le lieu de... D'accord. Ouais. Mais c'est un personnage qui n'est pas tout aussi connu que le cheikh, l'érudit Abdelhamid Ben Badis. Oui, tout à fait. Il est le neveu de Cheikh Abdelhamid Ben Badis. Oui, donc c'est le fils de Mouloud Zizobir. Donc c'est le frère de Cheikh Abdelhamid Ben Badis. Il n'est pas très connu, donc les gens confondent généralement entre lui et Cheikh Abdelhamid Ben Badis. Qui est son oncle, mais alors que Cheikh Abdelhamid Ben Badis est décédé en 1940, le 16 avril 1940. C'est pour ça que chaque année, on fête le savoir, on célèbre le savoir à travers cette date butoir. Mais lui, c'est un véritable révolutionnaire qui a tout laissé tomber, laissé ses études, son statut de médecin, pour aller combattre dans les rangs de l'ALN. Oui, il a un parcours exceptionnel. Donc tout a commencé exactement le 27 décembre 56. Le 27 décembre 56, Ambar Ramadan, au nom du CCE, donc il a envoyé une lettre à Lakhdar Ben Toubal, qui était à l'époque le dirigeant de la Wilaya 2, donc la Wilaya 2, dans laquelle Dr Ben Badis souhaiterait intégrer les rangs de l'AILN à Constantine. Très bien. Et ce document a été capturé par l'armée française le 31 janvier 1957. Lors d'une opération qui a ciblé le secrétariat de la Wilaya 2 à Zrib el-Habaïch. Zrib el-Habaïch, c'est où? C'est à l'ouest de Kolo. Très bien. À l'ouest de Kolo. Donc c'est dans le Douar Jizia, donc dans la tribu de la Da'atiya. À l'époque, c'est là-bas qui était le PC de la Wilaya. Et donc ce document, numéro 29, qui a été saisi par l'armée coloniale dans cette opération, connue sous le nom Opération Golfe. D'accord. Et le 4 février 1956, les enquêteurs des services de renseignement français sont présentés déjà au cabinet du docteur Ben Badis, situé au 29 rue Clémenceau. Clémenceau, aujourd'hui, c'est rue Ben Mehdi. Et à partir de là, ça a commencé vraiment
Donc ça a commencé déjà, donc il a été arrêté, il a été transféré le 6 février au CTT, c'est le centre de transit, de trait de transit de Hamma Bouziane, de Hamma. Et ensuite, il a été placé en assignation résidence, il a été assigné à résidence à Bir al-Oghla. Bir al-Oghla, c'est un poste militaire situé près de Ségous. Ensuite, au mois de mai, il a été transféré à la ferme Tivol, c'est une ferme tenue par l'armée française près d'Ain Mlela, jusqu'au 17 octobre 1957, date de son transfert à Al-Jorf. Donc il a été voilà, à Al-Jorf. Al-Jorf, c'est près de TPSA. Oui. Et donc à Al-Jorf, il a passé environ une année jusqu'au 13 octobre, 11 octobre 1958. Et entre-temps, il a été libéré, il a été relâché à l'occasion de la fête nationale française. Donc il a été relâché exactement le 18 juillet 1958. Ensuite, le lendemain, il a été arrêté, reconduit au Jorf. Et donc, qu'est-ce qui se passait le 11 octobre 1958? Donc, lors de son transfert à Sétif pour des soins dentaires en compagnie du chef du service psychologique de Jorf. Il a profité de ce déplacement pour s'enfuir. Donc il a pris sa fuite. Ensuite, il a rejoint les rangs de l'armée de libération nationale dans la zone 2 de la Wilaya 1. La zone 2 à l'époque était commandée par le shahid Ammar Achi. Et à partir de janvier 1959, il a été désigné comme responsable adjoint du secteur de la santé de la Wilaya 1. Donc à l'époque, la Wilaya 1, le secteur de la santé était dirigé, donc la santé c'était Mahmoud Atamna, docteur Mahmoud Atamna. Et donc, pratiquement, il s'est distingué pour des services rendus justement. Il s'occupait des soins. D'abord, il prodiguait les soins. Oui, les soins, des journaux, et puis aussi la population civile, jusqu'au 13 juin 60. 13 juin 60, il était malade. Donc, il voulait traverser le barrage électrifié justement pour se rendre en Tunisie, afin de prendre des soins en Tunisie. Parce qu'il était déjà malade lui-même, il était malade. Oui. Et ce qui est bien, c'est que tout ce que vous venez de dire, il a été trouvé dans des documents que je suis en train de montrer au fur et à mesure à la caméra. C'est des documents et un travail d'archives qui a dû prendre beaucoup de temps. Oui, il s'agit de 3 fonds documents d'archives qui proviennent de 3 services différents et qui sont maintenant conservés en France. Donc le premier document, c'est un dossier scolaire. Donc c'est un dossier scolaire qui est conservé maintenant aux archives nationales à Pierrefitte-sur-Mer, dans la région parisienne. Donc c'est le dossier qui appartenait au fond de la faculté de médecine de Paris. C'est un document qui se compose de 31 documents. Donc c'est le parcours vraiment scolaire, universitaire. Là, on a vu le procès verbal de ces... Oui, à partir du baccalauréat, à partir de 1941-42. Ensuite, il y a un dossier très intéressant qui a été établi par le bureau spécialisé de la défense nationale, qui était à l'époque un service attaché au préfet de Constantine et qui se chargeait à partir de 1955 justement pour lutter contre les militants et les révolutionnaires algériens. C'est un document qui se compose de 81 documents. Le troisième dossier est un dossier qui a été constitué par le deuxième bureau, qui est le service bien sûr du ministère de la Défense, qui était attaché à l'état-major de l'armée coloniale et ce document, il a fourni à peu près 19 documents qui couvrent à peu près l'activité révolutionnaire
du docteur Ben Badis au Maki, donc dans la wilaya 1. Donc c'est à partir de là qu'on a les circonstances dans son intégration là, de sa nomination comme chef adjoint du responsable de la santé de la wilaya, et ensuite sa tentative de rejoindre la Tunisie. Et là, il faut dire que là, c'est un parcours quand même assez singulier d'un médecin. D'abord, on n'avait pas beaucoup de médecins à l'époque, c'était pas nombreux, mais en plus, il était ophtalmologiste. Mais là, c'est quelqu'un qui a un parcours particulier parce que il s'est enfui lors d'une. Dès qu'il a trouvé un moment, il s'est enfui pour rejoindre les rangs. Et là, il prodiguait des soins. Là, mais quand il est tombé malade, il a voulu aller se soigner, non pas rester. Oui, tout à fait, tout à fait. On a vraiment, un document exceptionnel, donc oui. Un témoignage exceptionnel du Moujahid Mahmoud Atamna. Mahmoud Atamna, dans lequel justement il relate les circonstances, le travail accompli par le Dr Ben Badis au Maki. Donc on a vraiment un témoignage qui complète en quelque sorte les documents d'archives. Alors dans le témoignage, qu'est-ce qu'il est dit exactement quand il parle de la personne? Déjà, dans le témoignage, il parle vraiment d'un médecin exceptionnel. Il disait parce qu'il est diplômé, on n'avait pas beaucoup de diplômés comme lui, déjà, qui travaillait justement au sein de l'AILN à l'époque, déjà comme un spécialiste. Comme il dit aussi qu'il a, quand il est venu justement au PC de la wilaya 1, comme il a été nommé, comme il a été chargé justement d'assurer de soins. Et ensuite, vraiment, je trouve que c'est un témoignage important qui complète et précise beaucoup d'éléments qui sont parvenus dans ces documents d'archives. Donc c'est vrai que là, on donne un peu plus d'explications sur quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup et qui mériterait quand même. Je pense qu'il souffre un peu de non-médiatisation. Il n'est pas très connu. Oui. Aujourd'hui, oui, il n'est pas très connu. Oui. Et tout le monde maintenant à Constantine pense que l'hôpital porte le nom de Cheikh Ben Badis et pas du Shahid Dr Abdeslam Ben Badis. Ce n'est qu'à travers votre livre que là maintenant, il a la chance d'être connu parce que vous avez fait un travail d'archives qui est quand même très conséquent parce que ça vous a pris beaucoup de temps. Ça vous a pris plusieurs années, je pense deux années, je crois, de recherche. Pas seulement, ça n'a pas dû être facile. Oui, en collaboration avec Riyad Shawana, donc on a fait plusieurs séjours aux archives justement pour chercher des documents sur Shahid Dr Ben Badis. Donc ça remonte déjà à plusieurs années. Et ensuite, on a déjà trouvé 3 dossiers importants. En attendant d'autres éléments justement qui pourraient préciser encore les activités des docteurs Ben Badis au sein de l'AILN. Mais sincèrement, qu'est-ce qui vous a poussé d'abord? Pourquoi avoir choisi? Vous savez, on a plusieurs shahids. Dans la Révolution, on a 1 500 000 shuhada. Pourquoi avoir choisi lui? Qu'est-ce qui fait que lui se démarque un peu des autres shuhada? D'abord, on a trouvé des documents d'archives. C'est ça le plus important déjà. C'est ce qui vous a attiré? Déjà une curiosité, oui, de chercher justement le parcours d'un intellectuel, un martyr intellectuel qui symbolise justement le rôle des élites algériennes dans la Révolution. C'est déjà quelque chose. Donc ça continue. C'est la suite d'un travail qu'on avait déjà commencé en travaillant sur Melk Ben Nabi, oui, d'après les documents d'archives. Surtout Melk Ben Nabi aussi, qui est un savant, un intellectuel, qui a un parcours tout aussi singulier et qui a fait. Ben Nabi, c'est presque un philosophe. Alors qu'il a fait des études en électronique, je crois, c'est ça, ou en physique? En électricité. En électricité, pardon. Voilà. Ouais. Donc là aussi, c'est un personnage. Est-ce que dans vos recherches, vous cherchez toujours cette singularité, quelqu'un de singulier pour essayer de
le faire connaître au grand public. Oui, c'est ça ce qu'on cherche généralement. C'est mettre en lumière les personnalités qui ont marqué leur temps et qui sont maintenant pratiquement méconnues du grand public. Donc on cherche généralement des documents d'archives qui nous permettent de mettre en lumière les parcours singuliers de ces élites, généralement à partir des années 20. Puisqu'on a généralement des documents d'archives qui sont disponibles maintenant, parce qu'à partir de 2012, c'est déjà beaucoup de fonds d'archives qui ont été mis à la disponibilité des chercheurs justement afin de travailler sur ces personnalités. Donc généralement, il y a des fonds qui sont riches, notamment les dossiers qui ont été constitués par les services de renseignement, en particulier le SLNA. Le SLNA, c'est le service des liaisons nord-africaines. C'est la source de le deuxième bureau à partir donc de 1954. Alors ce fonds de documentation que vous avez visité, qui nous a permis bien de mieux connaître le docteur Lakhdar Abdeslam Benbadi, est-ce qu'il y a d'autres figures qui sont, que l'on pourrait encore connaître mieux que seulement de nom, parce qu'on les connaît pratiquement de nom. Il y a certains, la majorité, vous savez, 1,5 million de martyrs, ça va être difficile de faire à chacun un portrait, mais il y en a beaucoup. Et encore, les inconnus, les anonymes. Ceux, ils sont connus, là, il est identifié. Mais il y a les anonymes. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour ces gens anonymes que l'on ne connaît pas, mais qui ont défendu et qui ont donné leur vie pour ce pays? Oui, nous avons, avec Riyad Shawana, depuis plusieurs années, nous avons justement collecté pas mal de documents d'archives et surtout de dossiers constitués sur des personnalités célèbres, notamment, il n'y a pas que les révolutionnaires, mais il y a aussi les artistes, il y a aussi les militants politiques, il y a aussi les historiens. Oui, donc nous avons justement consulté et constitué un fonds documentaire important. Et c'est dans cette perspective, nous sommes en train justement de travailler chaque fois sur une de ces personnalités éminentes de Constantine ou de l'Algérie en général. Je sais qu'il y a certaines personnalités dont l'importance, vous l'avez signalé ou remarqué quand vous avez puisé dans les archives. Vous connaissiez de nom, mais une fois trempé dans les dates, vous avez vu que par exemple, ce révolutionnaire, ce shahid, a fait beaucoup plus qu'on le croit, parce que peut-être qu'on n'a pas tout donné. Et ça parce que les archives étaient fermées pendant longtemps. Oui, tout à fait. Il y a des martyrs qui s'imposent dans la documentation. L'exemple, Bachir Chihani, par exemple, Mohamed Saleh Mihoub Ibn Mihoub, les Boudar Sajidar, Ismaïl Zirad de Constantine, Zadeh. On ne parle pas beaucoup d'eau aujourd'hui. Malheureusement, mais généralement. Ouais. Par contre, dans les archives, vous trouvez beaucoup d'informations sur leurs activités à l'époque. C'est vrai qu'on cachait beaucoup d'activités ils avaient peur de montrer, mais les services de renseignement de l'époque, eux, signalaient et faisaient des rapports. Et c'est pour ça que vous avez trouvé beaucoup d'informations sur tout ce qui se faisait durant la Révolution. Oui, tout à fait. Généralement, c'est à partir des années 30, on a des documents importants sur le militantisme. Donc, généralement, les militants algériens, c'est à partir des années 30. 30, oui, c'est vrai que le mouvement national a été... Oui. Voilà. Et cette opération se poursuit notamment dans les années 50 avec le déclenchement de la révolution algérienne. Donc, généralement, à chaque fois, on trouve des fonds importants et des personnalités vraiment maintenant méconnues. Et à travers ces documents d'archives, on découvre vraiment la richesse de leur parcours. Et c'est vraiment, faut aller dans la documentation pour trouver ce genre d'informations. Donc ça veut dire que notre grande révolution qui fête 70 ans, le 70e anniversaire du déclenchement cette année, c'est important de réécrire. On n'a pas tout écrit, on n'a pas tout montré. Il y a beaucoup de choses. Il y a un travail
colossal qui nous attend encore. Ben, je dis, nous, journalistes, historiens, metteurs en scène, hommes de cinéma, réalisateurs de films, je crois qu'on a un grand travail à faire dans ce sens. Tout à fait maintenant. Je pense maintenant la documentation archivistique et les témoignages importants permettent aujourd'hui de mener des recherches pertinentes sur les événements, sur les personnalités. L'exemple, par exemple, c'est à Constantine, 1960, avec les accrochages, avec vraiment des batailles au cœur de la ville, avec les martyrs de 1960, Hamlaoui, l'insaisissable Hamlaoui, comme le qualifiait l'armée coloniale de l'époque. Il était insaisissable parce que peu de gens savent que c'était quelqu'un qui se déguisait. Il se déguisait, il prenait il mettait des costumes, des fausses barbes, des fausses moustaches. Et c'est pour ça qu'on l'appelait l'insaisissable Hamlaoui. Mais quand on dit Hamlaoui, peu de gens connaissent le véritable nom, c'est Daoudi Slimane. Daoudi Slimane dit Hamlaoui. Dit Hamlaoui, voilà. Mais le stade de Shahid Hamlaoui porte son nom, mais son vrai nom, c'est Daoudi Slimane. Et un parcours incroyable, lui aussi mériterait non pas seulement un, mais des livres. Oui, Hamlaoui, il y a un survivant des accrochages, c'est Abdelwahab Ben Yamina. Ben Yamina qu'on a reçu plusieurs fois, ancien condamné à mort, Moujahid, Rabbi Taoul fi Amrou, le salut, c'est vrai que c'est l'un des rescapés. D'ailleurs, il a dû sa survie, parce que quand il est tombé blessé, quand il a été blessé dans une bataille, gravement blessé, il n'a dû sa vie sauve que parce qu'on l'a confondu avec Hamlaoui. Et c'est pour ça qu'on voulait soigner, avoir des renseignements du côté français. Et il a eu la vie sauve. Et après, il nous a raconté cette histoire plusieurs fois. Mais ça reste quand même un témoignage poignant, un grand monsieur de la Révolution, mais qui nous permet de s'apercevoir de toute la grandeur du combat de Hamlaoui. Oui, avec Hamlaoui aussi, on a oublié Abdelhamid Kerrouche aussi. Kerrouche, qu'on n'oublie pas. Il y a aussi, il y avait deux shahidat qui étaient Mariam Bouatsoura et Fadela Sadan qui était tombé au champ d'honneur avec lui. Champ d'honneur, oui. Ça, et il faut dire que la France de l'époque, avec toute sa barbarie, surtout l'armée française, a utilisé des tanks pour bombarder une partie de l'immeuble. Ça a été encadré. C'est, je crois, au centre-ville, la rue Didouche maintenant. Et là, il y a eu un grand combat de rue pratiquement. Les combats de rue, ça c'est en particulier en 1960 à Constantine. Donc la rue maintenant Abdelhamid Kerrouche, là à Saint-Jean. Kerrouche Abdelhamid. Oui. Il a eu Daoudi Slimane aussi, l'ancien c'était Kaoron. Et Rsif. Fadela Sadan, Ammar Rouak. Je crois qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de choses à faire maintenant. Il y a beaucoup de choses à faire maintenant. Avec justement, parce que les documents d'archives, il n'y a pas que des documents produits par les services français. Il y a aussi des documents avec la mention documents saisis, c'est rebelle. Et ces documents récupérés, c'est rebelle. Ces documents aussi, c'est des documents qui ont été produits par l'armée de libération nationale et qui sont maintenant des documents très importants pour justement mener un travail de recherche sur les martyrs, sur les batailles, les embuscades, etc. Et ça, c'est un travail que l'on pourrait faire et qui mériterait d'être mis en avant parce que là, les documents, on croyait qu'ils ont été perdus, peut-être brûlés, mais non, ils sont récupérés par les services français et ils sont mis... récupérés, exploités. Exploités, c'est pour les renseignements, oui. Voilà. Donc, je rappelle seulement que ce livre va faire l'objet d'une conférence demain au Palais du Bey. Ahmed Bey, Palais Ahmed Bey, Riyad Sherwane, vous serez présent pour présenter ce livre à cette conférence où l'on va revenir sur la vie du docteur Lakhdar Abdeslam Ben Badis et vous allez présenter ce livre au public, c'est ça? C'est ça, oui. Donc il faudra inviter tous les Constantinois et tous ceux qui peuvent se rendre. Ce serait intéressant d'aller suivre surtout tout ce qui a été fait comme travail d'archives et ce qui a été fait pour
mettre à nu cette personnalité qui est une grande personnalité de la Révolution, Shahid, en cette journée dédiée aux Shuhada. Je pense qu'on ne pouvait pas rendre meilleur hommage si Allah. Oui, c'est l'occasion de cette journée nationale pour rendre hommage aux Shahadas. Donc c'est l'occasion de présenter le parcours d'un Shahid, vraiment un parcours singulier et exceptionnel d'un Shahid, un grand intellectuel, un médecin spécialiste de l'époque. Et c'était rare à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de... Et c'est pour ça qu'il met les livres. Alors, il y a d'autres livres qui sont en chantier, d'autres recherches. Je sais que vous travaillez aussi sur Shihani Bachir, sur Zirud Youssef, sur les grandes personnalités, chacune. Vous avez encore des témoignages, vous avez... Oui, on a des témoignages. On a des témoignages déjà conservés depuis longtemps sur ces personnalités. Des témoignages et surtout les documents. Est-ce qu'on peut les... Est-ce que ça sera pour quand exactement? Voilà, parce qu'on est un peu curieux de voir ce que ces grands messieurs ont fait durant leur jeune âge. Parce qu'il faut rappeler que c'était des jeunes, ils n'avaient même pas 25 ans, entre 25 et 30 ans pour la plupart. Pour la plupart d'entre eux, oui. Pour la plupart, c'était des jeunes. Et là, c'est tout le mérite qu'ils ont, c'est qu'à leur jeune âge, jeter toute une vie pour... avec beaucoup d'altruisme pour justement libérer le pays du joug colonial. Ouais. Pour le moment, je ne pourrais pas vous donner une date précise. mais allez, j'en sais. Mais le travail se fait. Oui. Très bien. Un dernier mot avant de nous quitter, si Allah. Merci pour cette invitation à cette journée qui marque la mémoire du peuple algérien. Donc c'est un tournant. La journée du Shahid, le 18 février, c'est déjà coïncide avec un événement important dans le nord constantinois, c'est les attaques des 3 jours, des attaques militaires menées les 18, 19 et 20 février 56. C'est des attaques d'envergure menées par les unités de l'armée de libération nationale contre les villages et les installations militaires de l'occupant. Et ces attaques ont permis surtout de libérer un territoire important situé en particulier entre Kolo et El Milia. Donc ça, c'est la naissance des zones libres dans le nord constantinois. Et dans ces zones libres s'exerçait la première expérience justement, c'est ce qu'on appelle généralement les Français appellent l'État du FLN. C'est l'organisation du pays politico-administrative de la Révolution, justement, comment administrer déjà le peuple à l'époque. C'était les zones libres. Et les zones libres, on leur rend hommage à travers les sacrifices des Shuhada cette journée. Merci beaucoup, docteur Allawa. Je rappelle que vous êtes historien à l'Université de Constantine et vous nous avez ramené ce beau livre, Min Jami'at Baris ila Sokaï, c'est le lieu où est tombé au champ d'honneur le docteur Lakhdar Abdeslam Ben Badis, auquel tout un livre est dédié. Je vous rappelle, je réitère l'invitation demain au Palais du Bey pour la conférence qui sera donnée conjointement par les 2 auteurs, Allawa Amara et Riyad Charwana, au Palais du Bey. Demain, c'est vers quelle heure? Vers 10h? Demain, la présentation sera assurée par Riyad Charwana. Ah, vous avez une conférence. Voilà, ils sont un peu malish. Donc, rendez-vous demain au Palais du Bey pour ce livre. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Allawa Amara, pour nous avoir éclairé ce matin et d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous étiez en direct à partir de la station régionale de Constantine depuis 8h pour ce Bonjour d'Algérie qui prend fin avec cet hommage rendu aux Shuhada dans cette journée du Shahid le 18 février. Merci de nous avoir suivis. Inch'Allah, on se retrouvera mardi prochain, Inch'Allah, pour un autre Bonjour d'Algérie. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.